Imaginez qu'il ait existé au XIXe siècle un conflit d'une ampleur gigantesque, de 20 à 30 millions de morts, c'est-à-dire plus de morts que la Première Guerre mondiale. Imaginez maintenant que notre monde est si sélectif dans les informations qui parviennent jusqu'à nos oreilles que nous n'en ayons jamais entendu parler. Et bien c'est ce qui s'est passé pourtant en Chine entre 1851 et 1864. Mais comment ils ont pu faire autant de morts? C'est la Chine, tu sais. Ils sont nombreux, ils sont vraiment nombreux, et donc quand il s'y passe des choses, les chiffres montent très vite. Dès qu'il y a une baston entre deux villages... Ça fait plus de morts que la Première Guerre mondiale. Incroyable. Voilà. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais c'est l'idée. Derrière cette histoire se cache un jeune intellectuel frustré, qui a vécu au 19e siècle, nommé Hong Xiuquan. Et c'est de lui, de son improbable destinée, que nous allons parler aujourd'hui. C'est un Chinois qui est né à peu de distance au nord de Canton, une ville chinoise qui est au sud, et qui avant même Shanghai possédait jadis le monopole sur le commerce extérieur chinois. C'est un jeune intellectuel raté. Il a essayé de passer les examens pour devenir fonctionnaire de l'État chinois, mais malheureusement il accumule les tentatives qui sont autant d'échecs. Être fonctionnaire en Chine, c'est la voie de préférence pour l'ascension sociale. Sa famille avait mis tous ses espoirs en lui, sûrement. Alors autant vous dire que quand Hong rate ses examens, pour la 3e fois, il est complètement dévasté. Vous avez peut-être vécu ce genre de déception dans votre vie, mais chez lui, il tombe dans un état de nervosité, presque de folie. Ses parents le voient tourner en rond et murmurer dans sa chambre. Il est malade. Il délire. Et alors dans son sommeil, dans les nuées, il distingue un vieil homme à la barbe dorée et qui lui parle. C'est par ce songe que commence notre histoire. Bienvenue sur l'étoffe d'un chef, aujourd'hui, la révolte des Taiping. Le vieil homme lui dit, dans son rêve, « C'est moi qui ai créé les hommes. Ils mangent ma nourriture et se vêtissent de mes vêtements, mais pas un ne se souvient de moi. Ils prennent ce que je leur offre et s'en servent pour servir les démons. Ne les imite pas. » Et alors, Hong Xiuquan, cet intellectuel raté, se voit remettre une épée, un seau et un fruit soave. Cette vision qu'il a eue, elle date de 1837 et elle sera le point de référence de cette histoire. Après ça, la vie continue, la maladie passe, Hong retente ses examens, c'est un nouvel échec, et dans sa détresse, dans sa rage, dans le désordre de ses pensées, il y a chez lui pourtant le pressentiment qu'il a une grande destinée, une destinée gouvernementale. Il se souvient de son songe, pendant lequel on lui a remis un sceau. Je précise que les sceaux sont des objets très importants en Chine, des objets d'authentification consacrés par l'usage. Encore aujourd'hui, les Chinois ne signent pas leur courrier, ils le scellent. Tous les fonctionnaires impériaux du pays, tous ceux qui dirigent le pays, ont un sceau eux aussi. Hong Xiuquan a échoué à ses examens, mais il sait qu'il possède un sceau onirique, invisible, qui a été remis par le ciel en personne. En fait, il se console de ses échecs avec le souvenir de cette vision qu'il a eue en 1837 et qui semble confirmer sa grande destinée. Et c'est dans ces consolations qu'il se tourne vers un petit livre qu'il avait dans son étagère. Bon, il a lu quoi d'abord? Alors, c'est un livre qui s'appelle « Paroles de sagesse pour exhorter le siècle ». Et qui l'a écrit? Un certain Liang Fa, pasteur protestant chinois, converti par un missionnaire américain. Ce livre fait une très forte impression sur Hong Xiuquan. Il s'agit d'un effort louable pour inculquer le christianisme aux Chinois. Et c'est à partir de ce matériau, un peu pauvre, que Hong construisit ses fabuleux projets. Vous savez, nulle part sur Terre, les missionnaires n'ont rencontré autant de difficultés de traduction qu'en Chine. À chaque fois que les missionnaires, et ici ce sont les protestants, ça aurait pu être les jésuites, à chaque fois qu'ils essayent de s'exprimer en chinois, qu'ils essayent de parler de l'âme, de la vie éternelle, de Dieu, de la sainteté, de la vertu, des moines, de la prière, du Fils de Dieu, eh bien c'est compliqué pour eux. Parce que les Chinois sont bêtes? Non, ils ne sont pas bêtes, au contraire. Mais lorsque les missionnaires traduisent en chinois, soit ils emploient des termes chinois qui existent déjà en Chine dans le bouddhisme, mais du coup, on les prend pour des bouddhistes, ce qui est quand même pas l'objectif d'un missionnaire, soit ils emploient des termes nouveaux, qu'ils inventent, mais du coup ils se font pas comprendre. Donc la traduction du christianisme en chinois a été très complexe, et la traduction de la Bible, là je t'en parle pas, un vrai casse-tête chinois.
Donc, pénétration difficile, traduction compliquée, ça donne bouquin pas super clair, dans un style pâteux, plein de confusion, d'erreurs pas corrigées. En gros, dans ce bouquin, Royaume des cieux a été traduit par Empire du milieu, qui est nom de la Chine en chinois. Le peuple élu est devenu le peuple civilisé, donc les Chinois, par opposition aux barbares, et ainsi de suite. Bon, mais Hong, machin, là, il a aimé? Hong Xiuquan, lui, il a adoré ce livre, hein, il l'a littéralement dévoré. Bon, bah, c'est très bien. Et en fin de lecture, il a juré de devenir chrétien. Bon, bah, tu vois, ça marche. Et qu'il va se faire pasteur. Converti, les doigts dans le nez. Hong Xiuquan, en réalité, il est le petit frère de Jésus-Christ. Bah, tu vois, Pardon? Hong Xiuquan a été si touché par ce livre qu'il a reconnu dans Dieu le Père, dont on lui parlait, le vieil homme de la vision qu'il avait eu, lui. Il comprend qu'il est lui aussi un fils de Dieu, parce que sa vision s'adressait à lui avec familiarité, comme s'il était son fils, c'est logique, et maintenant grâce à ce livre, il comprend que Dieu peut avoir des fils, et parce qu'en fait il comprend l'expression fils de Dieu au sens littéral, donc pas du tout comme les chrétiens le comprennent, et alors il essaie de se demander quelle est la nature de la mission qui lui a été confiée par Dieu. Et il comprend qu'il est venu sur Terre pour chasser les démons. Je sais que cette histoire te paraît sans doute très tarabiscotée, et pourtant je suis obligé de te le dire, dans cette révélation que Hong Xiuquan a eue, réside l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande, des tragédies chinoises. Alors, petite parenthèse, je profite rapidement que vous soyez un peu attentif à ce que je dis, pour vous dire que cet épisode public fait partie d'une grande saga, on va dire, sur la Chine, dont les vidéos sont réservées à mes adhérents qui payent 4 € par mois. Ça c'est vraiment très important, c'est ce qui me permet de vivre de ce que je fais. Eh bien vous pouvez adhérer via mon site l'étoffedunchef.fr et ainsi accéder à la grande histoire de Chine. J'ai déjà commencé à poster des vidéos à ce sujet, on y parle des guerres de l'opium. On va y parler bientôt de Sun Yat-sen, de Chiang Kai-shek, du Japon, de Mao Zedong. Donc n'hésitez pas à venir sur mon espace privé. La Chine, c'est un monde. C'est un monde qu'on peut pas comprendre comme ça en 5 minutes. Je crois qu'il faut faire découvrir certains aspects les uns après les autres. Et ici, particulièrement son histoire récente, c'est crucial. Et puis en cadeau, si vous adhérez, il y aura aussi toute une bibliothèque privée à découvrir. Des vidéos sur Franco, sur Khomeini, sur Dollfuss, sur les Oustachis, sur Marx, sur Lénine, sur Léopold II, sur le Congo. Donc allez-y les yeux fermés, vraiment, il y a plein de choses à découvrir si vous adhérez à ma chaîne. Bref, voilà, n'hésitez pas à me rejoindre, parenthèse refermée. Continuons notre histoire. La secte créée par Hong Xiuquan s'appelle la secte des adorateurs de Dieu. Visiblement, les adorateurs attribuent à Hong Xiuquan des révélations, des dons de divination, par lesquels ils se croient membres de la famille céleste. Et sa mission, et tous le comprennent ainsi, c'est de chasser les démons qui se trouvent en Chine. Et qui sont ces démons? Leurs ennemis, ça ne peut être que les Mandchous. Les Mandchous. Oui, les Mandchous, l'empereur de Chine, qu'on appelle aussi l'empereur céleste, n'est pas chinois à cette époque. C'est un Mandchou. La dynastie Mandchou, qu'on appelle Qing, a supplanté la dynastie Ming, qui elle était vraiment chinoise, au XVIIe siècle. Les Mandchous dominent la Chine à l'heure où l'on parle. Et les régions du sud, où vit Hong Xiuquan, ont été les dernières à se soumettre. Cette tyrannie des Mandchous atteint l'un de ses paroxysmes dans l'obligation de porter la natte. La natte... Ah oui, la natte des Chinois, je vois très bien, oui. Oula, c'est pas très beau ça, non? C'est pas les Chinois qui voulaient porter cette coiffure? Moi je me disais que c'était culturel, qu'ils avaient des goûts un peu space, quoi. Eh bien non, justement. Cette natte n'est pas une coutume chinoise, elle ne l'a jamais été, c'est une imposture que de le penser. C'est une coutume mandchoue, qui est portée par tous les Chinois comme une obligation sous peine de mort depuis 1645. C'est ça, la tyrannie que font peser les Mandchous sur la Chine. Rapidement, Hong s'entoure de gens dynamiques, et je précise que toutes ces recrues appartiennent en immense majorité à un groupe chinois particulier qu'on appelle le groupe Hakka. C'est des Chinois? Oui, ce sont des Chinois, mais un peu marginalisés, des Chinois Han qui ont jadis migré vers le sud à l'époque du premier millénaire. Leur langue, la langue Hakka, est très différente du cantonais, un peu plus proche du mandarin au nord, et ils refusent certaines coutumes comme le bandage des pieds des femmes. On va voir qu'ils vont généraliser cette interdiction. Alors certes, le mouvement de Taiping a un discours totalement religieux et donc ne fait jamais remarquer cette origine Hakka du mouvement, mais on ne peut pas ne pas les voir, au moins dans les causes de recrutement.
En 1848, une nouvelle recrue entre dans le mouvement, un homme qui s'appelle Yang Xiuqing. C'est un personnage très important qui plus tard sera appelé le prince d'Orient. C'est un orphelin, devenu moitié bandit, moitié ouvrier du charbon. On ne sait pas trop ce qu'il fait là, sinon qu'il est Hakka lui aussi. Alors que Hong est souvent absent et obtient des révélations privées, Yang, lui, il connaît des extases publiques. Et ça, en pleine ébullition politique, quand t'as un gars qui a une extase publique, ça fait un grand effet dans les villages. Ça aide encore le recrutement. Les Mandchous vont tomber, leur royaume va brûler. Voilà, ce genre de prédiction facile, dans laquelle les gens ont envie de croire, puisqu'ils se sont investis dans ton mouvement. Et puis de Yann, je vais te dire, il lésine pas sur le pathos, il se met debout au milieu du public, il est en transe, possédé, il se met à murmurer, l'esprit est descendu, ses yeux qui deviennent vides, ou qui convulsent, et au bout de 15 minutes de transe, il reprend connaissance, et demande aux autres ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a dit, il a tout oublié. Voilà. Il arrive à se mettre en scène de la sorte, et ça va faire, là encore, exploser les recrutements de la secte des adorateurs de Dieu. Alors lui, c'est un ancien brigand, tu dis? Oui, c'est un ancien brigand. Il rançonnait les passants à l'époque de la guerre de l'opium. Et il est digne d'entendre les paroles du Père Céleste par Saint-Esprit interposé. Bah, faut croire. Et enfin, en septembre 1851, ça y est, la révolte éclate. C'est la guerre ouverte contre le régime. Les adorateurs de Dieu prennent le contrôle d'un village, puis un autre, puis un plus gros, et Hong Xiuquan commence à se sentir pousser des ailes. Le 11 janvier 1851, il proclame la nouvelle dynastie qu'il appelle le Céleste Royaume de la Grande Paix. Et Grande Paix, en chinois, se dit Taiping, d'où le nom de révolte des Taiping. Lui-même devient le Céleste Souverain. Et dans cette histoire que je vous raconte, désormais on va l'appeler par son titre. Il signe comme ça tous ses documents, le Céleste Souverain. Et attention, son état, ça devient quelque chose de sérieux. Il a sa propre monnaie, son propre calendrier, il a sa propre armée, bref, il a envie de devenir un état quasi théocratique à part entière. Donc lui, c'est le céleste souverain et tout le reste est céleste. Il y a la céleste cour, le céleste trésor, la céleste armée. Voilà, ça fonctionne comme ça. Un peu mégalo, non? En fait, pas tant que ça. Cet adjectif céleste, il faut pas être surpris de le voir apparaître. Tous les empereurs chinois ont réclamé cette appellation. L'empereur est supposé détenteur d'un mandat, qu'on appelle le mandat du ciel. Donc si Hong dit qu'il est le céleste souverain, c'est qu'il fait directement concurrence au Qing. Il a l'air d'affirmer que leur mandat du ciel est expiré. Donc le mot ciel, il existe déjà dans le vocabulaire traditionnel confucianiste en fait de la Chine et de la Chine impériale. Et ça évidemment c'est reçu par la cour de Pékin comme un affront terrible. Maintenant, visiblement, le mot céleste dans sa bouche a une signification nouvelle aussi, qui est chrétienne. Le céleste souverain, il a lu des passages des épîtres de saint Paul qui parlent du royaume de Dieu. Et Jésus-Christ a beau dire que son royaume n'est pas de ce monde, Hong, lui, il a l'air de penser que si. Il est de ce monde. Le royaume spirituel aux cieux est le grand paradis de Dieu, le royaume spirituel sur terre est le petit paradis de Dieu, telle est la céleste dynastie. Une sorte de succursale de paradis, voilà ce que le Taiping espère être. Le royaume de la grande paix, qui sera celui de la grande guerre, et rien d'autre, on va le voir, c'est une entité qui se veut être un paradis terrestre. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas réussir à se maintenir dans les provinces du sud. Les gouverneurs lui mènent une guerre acharnée, et donc ce royaume de la grande paix va progressivement se déplacer vers l'est. L'implantation va se faire plutôt du côté de Wuhan. En fait, ils se dirigent vers une ville qui est dans leur collimateur et qui est Nankin. Bon, avant d'entrer dans l'action et de commencer à voir couler le sang, ces adorateurs de Dieu, comprenez bien, ils étaient complètement sincères dans leur engagement. Ils ont vendu tous leurs biens pour rejoindre Hong Xiuquan à l'image de ce qui est demandé dans la Bible. Ils ont tout vendu pour de vrai. Ils ont vendu ce qu'ils possédaient, quitté leur foyer. Ils marchent à la suite du céleste souverain avec leurs femmes, leurs enfants, leurs fourches et des pics. Ils donnent tout pour la cause. Celui qui a gardé des soies ou des bijoux sur lui, il est décapité. Vous voyez la sévérité du mouvement. Et le produit des biens qu'ils ont vendus, ces adeptes, ils les déposent dans le céleste trésor. Et c'est ce trésor qui ensuite pourvoit à tous leurs besoins,
qui distribue les rations, etc. Après, les généraux du mouvement Taiping, surtout ceux qui ont des visions prophétiques, se permettent parfois de piocher dedans. Et du coup, dis-moi, si tout le monde entend des voix comme ça, qu'est-ce qui permet de dire que le céleste souverain est plus qualifié pour diriger le mouvement qu'un autre? Ça, c'est un gros problème. Quand les prophètes se multiplient, on en a cité 2, mais en fait, il y en a plus que ça, il faut clarifier. Il va se créer une céleste hiérarchie. On va décréter que Jésus avait non pas 1, mais 6 petits frères. Donc le premier, c'est Jésus-Christ. Ensuite, Hongqiuquan, qui est céleste souverain, je l'ai dit, qui vient juste après Jésus pour sauver la Chine des démons. Les autres frères sont appelés princes d'Orient, princes d'Occident, princes du Sud, princes du Nord, princes coadjuteurs. Ok, et ce Yang, c'est le prince d'Orient. Exactement. Et tout ça accompagné de titres ronflants. On leur donne du Seigneur de la haute montagne, de la grande vallée, du fleuve divin, de l'eau, de la source, du Saint-Esprit, ce que tu veux. En tout cas, la logique, c'est que chacun d'entre eux se sente bien supérieur à celui qui est en dessous, mais bien sous la botte de celui qui est au-dessus. Drôle d'avancement pour tous ces gens qui sont d'origine très modeste. On imagine bien que Yang, l'ancien bandit, petit homme sournois moustachu, aux ongles longs, est bien content de devenir prince chez les Taiping. Ce Yang a d'ailleurs un tempérament dominateur. C'est lui le véritable chef de l'armée. Le souverain l'accepte parce qu'il ne peut que remarquer sa compétence et son efficacité. Pendant environ 4 ans, Yang reste son ministre principal. Refoulé hors des provinces du Sud, les Taiping s'enfuient vers le bassin du Yangtze. Là, il conquiert 2 villes chinoises d'importance extrême. D'abord, la grande métropole de Wuhan. Wuhan est prise par les rebelles lors d'un formidable assaut à coups de bambou muni de pointes. On est sur un armement rudimentaire. Quelques mousquets, d'accord, des pistolets, des hallebardes, aucune artillerie réelle. Pour le pays qui a inventé la poudre à canon, c'est un peu dommage. Mais ils ont à cette époque une conviction pleine et totale dans ce qu'ils disent. Et donc c'est ce feu religieux, ce feu un peu fanatique, qui leur donne toute la combativité nécessaire. Ça nous fait un peu penser à l'époque de Mao. Il y a en eux la même certitude, dans leurs crimes comme dans leurs exploits, qu'ils se battent pour l'avènement d'un monde meilleur. Ils avaient un uniforme pour qu'on les reconnaisse? D'uniforme, peut-être pas, mais on les reconnaissait sans problème pour la simple raison qu'ils ne portent pas la natte mandchoue, ils ont les cheveux longs. On les appelle les bandits aux cheveux longs. Bon, ils ont pris Wuhan, c'est pas encore assez. Ce qu'il faut pour marquer définitivement la fin de l'ère des Qin et le début d'une nouvelle, c'est la prise d'une capitale impériale, celle qui va devenir l'obsession et peut-être la plus grande erreur du mouvement, Nankin ou Nanjing. Nankin, c'est une ville incroyable, c'est la ville de la grande pagode de porcelaine, c'est la première capitale du fondateur des Ming, dont la dynastie purement chinoise avait marqué l'apogée du pays sans doute. Je rappelle qu'en 1368, le premier Ming était comme lui, un simple aventurier, un révolté qui fréquentait les sociétés secrètes et qui, à force de saisir les occasions, a fini par s'asseoir sur le trône de l'empereur, à Nankin. Donc un homme qui était parti de très bas et qui est arrivé très haut. Hongqiuquan, visiblement, il marche sur ses traces. Il n'a qu'à refaire l'histoire une deuxième fois. Et pour cela, il faut prendre Nankin. Avec une troupe qui atteint maintenant les 750 000 hommes, les chiffres montent très vite en Chine, je l'avais dit, les Taiping brûlent tous les ponts du Yangtze et assiègent la ville pendant 13 jours. Ils décident de creuser des galeries sous les murailles pour y mettre des explosifs. Cette fois, ils font face à l'armée des bannières. Les bannières, c'est comme ça qu'on appelle l'organisation militaire des Mandchous. Ce jour-là, le prince d'Orient va faire preuve d'une grande inventivité. Certains espions s'infiltrent dans la ville, déguisés en moines bouddhistes pour mettre le feu dans plusieurs endroits mal protégés. En fait, les flammes sont un signal afin de renseigner les Taiping sur les points faibles où les actions doivent être concentrées. Au bout de 13 jours, les affrontements entre Mandchous et Taiping causent la mort de 40 000 personnes, majoritairement côté mandchou. À bout de force, les bannières tombent et les barbares sont en fuite. Le céleste souverain peut entrer dans sa nouvelle capitale. La prise de Nankin en mars 1853 va résonner dans toute la Chine. Les Qing sont atterrés. Quoi ? Une pelletée de bandits aux longs cheveux, qui savent même pas parler mandarin, ont pris
une ancienne capitale impériale. Ils ont dominé tout le cœur du bassin du Yangtze. Ils ont transformé la maison du gouverneur en un palais marqué selon leurs symboles. Alors ici, les Taiping, un peu fatigués, font une pause. C'est dommage, ils auraient pu foncer vers Pékin. Ils auraient sûrement dû d'ailleurs, parce que visiblement les bannières sont en débandade totale, donc ils avaient toutes leurs chances de prendre la capitale juste à ce moment-là et de dominer la Chine. La guerre civile aurait été finie rapidement, ce qui sûrement aurait été préférable. Mais non, ils restent ici à Nankin, ce sera leur erreur fatale. Le royaume de la Grande Paix se tasse à cette époque un peu dans un espace qui n'est pas si grand qu'on aurait voulu, beaucoup plus oriental qu'à ses débuts. Il couvre les provinces du Jiangxi, de l'Anhui, du Hunan. Tous les combats désormais vont se dérouler ici en aval du Yangtze. Et du coup, c'était des fugitifs, des miséreux, ou ils vivaient bien? Le royaume céleste, non, il est plutôt prospère. En 1854, le docteur Bridgman visite Nankin et raconte « Tous les gens que nous avons vus étaient bien vêtus, bien nourris et bien pourvus. Tous paraissaient contents et pleins d'entrain, comme s'ils étaient certains du succès. L'ordre et la discipline à Nankin étaient impressionnants. Chacun sans exception avait sa tâche assignée et tout marchait comme un mouvement d'horlogerie. Qui est l'horloger de cette bonne organisation? C'est Yang, le prince d'Orient. Derrière ses moustaches sournoises, il tient tout d'une main de fer. Avec lui, les affaires marchent très bien. Mais est-ce que tu penses que la Chine aurait été plus heureuse sous les Taiping? Les Taiping ont perdu la guerre, on va le voir par la suite, donc c'est dur à dire. Pour être vraiment objectif, il faut prendre en compte de nombreuses choses. D'un point de vue de la violence, les Taiping sont peut-être moins cruels que les impériaux. En tout cas, les 4 premières années, c'est un peu l'impression qu'on a, c'est moins évident par la suite. En fait, ils sont cruels entre eux, en interne, dans leur lutte de pouvoir. Mais ce ne sont pas des gens qui saccagent des villages pour le plaisir. Justement parce qu'ils y cherchent de nouvelles recrues. Les soldats Qing, eux, en revanche, ont pratiqué une véritable saignée sur le peuple, tout villageois ayant eu des liens avec les Taiping devant être exécutés. Donc en dehors du royaume céleste, les armées loyales se comportent de façon un peu ignoble. Bon, à part ça, est-ce qu'il vaut mieux vivre dans le royaume des Taiping que dans le reste de la Chine? Poussés par la nouveauté du christianisme, zélés comme des prosélytes, les Taiping suppriment toutes les plaies pour le chinois du 19e siècle. Ils coupent la natte mandchoue, on l'a dit, ce qui est plutôt un signe de grand courage en fait. Ils interdisent l'opium. Dans une société dévorée par ce mal, je précise que l'opium, en plus, accroît la servilité de la Chine vis-à-vis de l'Occident. Les fameuses guerres de l'opium, j'en parle sur ma chaîne privée. 3. Ils abolissent l'abominable coutume du bandage des pieds. Et à ce sujet, je vous renvoie vers ma vidéo sur l'oppression des femmes dans l'histoire. Vous verrez très bien de quoi je veux parler. En même temps, c'est logique, s'ils bougent sur des kilomètres, ils ont besoin de femmes qui savent marcher. Oui, c'est vrai, les premières années ont été itinérantes et les femmes Taiping devaient marcher sur des kilomètres. En plus, ce sont des femmes soldats qui partagent le mode de vie des soldats. Alors, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils abolissent également les mariages forcés. Dans une Chine où, bien souvent, on rencontre son mari le jour du mariage. Ils abolissent la polygamie, l'esclavage, qui n'existait pratiquement pas en réalité, les jeux d'argent, le tabac, l'alcool, sous peine de 100 coups de fouet. On est face à une vraie rénovation de la société, c'est indéniable. Bon, on a parlé de choses plutôt positives. Bon, maintenant, les Taiping, ça reste une vraie tyrannie religieuse. Puisqu'il est demandé séparation stricte des sexes pendant la campagne militaire sous peine de mort. Y compris pour les couples mariés. L'un des princes a quand même fait exécuter ses propres parents parce que sa mère avait quitté le camp des femmes pour rejoindre son père dans le camp des hommes. Peine capitale. Ça rigole pas. Le royaume de la Grande Paix est un peu triste. Il n'y a pas de sexe au paradis terrestre. C'est un christianisme très, très rigoureux et même un peu mal digéré, en fait. Et donc, Hong Xiuquan, il a jamais... Ah non, mais en plus très hypocrite, parce que le céleste souverain, lui, il a des centaines de concubines. Alors pourquoi il interdit les relations sexuelles? C'est un trait qui est propre aux Taiping. C'est une formidable hypocrisie. Les princes, eux, ont droit à un harem. D'autant plus grand ce harem qu'on se rapproche de l'aîné de la fratrie céleste. Le souverain céleste a des dizaines de concubines, on dit même qu'il a, dans son palais, des pièces différentes sur lesquelles il y a un écriteau figurant la province d'où viennent les femmes qui sont à l'intérieur. Et du coup, il ressemble à un vrai monarque oriental, parce que tous les monarques orientaux ont des harems. Est-ce que ce mouvement que tu compares un peu à Mao,
J'imagine à raison. Y a-t-il un désir de fonder une société égalitaire ou socialiste, un peu à la mode de Mao? Alors c'est une bonne question. Mais au début, oui, un peu, hein. Il y a une réforme agraire qui a été décrétée en 53 et qui instaurait, devine quoi, l'abolition de la propriété privée. Et d'ailleurs, cette réforme agraire aurait signifié une redistribution rigoureusement égalitaire avec usage de la terre à titre précaire parce que le parti garde le contrôle sur elle. Le parti. Le souverain céleste, pardon, autant pour moi. Mais tout ça n'a pas été appliqué. Jamais. Cet édit est resté lettre morte pendant toute leur histoire. Aucune portée socialiste en réalité. Tous ces gens de toute façon ne se battent pas pour le marxisme, ils se battent pour un monde meilleur, mais leur discours est bien religieux. Maintenant on va se poser une question, mais quelle est cette religion exactement ? La religion des Taiping est opposée à toute autre religion, c'est-à-dire qu'ils méprisent aussi bien les temples bouddhistes que les temples taoïstes, qui sont d'ailleurs détruits, mais aussi les missions catholiques. En fait, il n'y a que les protestants qu'ils traitent comme faisant partie des leurs. La grande pagode de porcelaine, à Nankin, véritable joyau aux yeux de ceux qui l'ont vu, un grand reliquaire bouddhiste qui faisait 79 mètres de haut, les Taiping l'ont détruite. C'était un monument bouddhiste, rien de plus normal. Elle a été reconstruite récemment, mais sous un style un peu fade et moderne. Mais ceux qui avaient vu l'ancienne, avant sa destruction, témoignent d'un éclat sans pareil, une merveille du monde. On parlait d'une merveille du monde. Donc ça, c'est important à comprendre, c'est que sous les Taiping, tous les moines bouddhistes, les maîtres taoïstes et les missionnaires catholiques sont expulsés, ainsi que les autres sociétés secrètes. Ensuite, il y a le confucianisme, qui est une idéologie d'État, qui est rejetée aussi. C'est-à-dire que les textes compilés par Confucius, selon la tradition, qui étaient normalement étudiés par les fonctionnaires, et ben là sont totalement rejetés en dehors de toutes les références intellectuelles de ce nouveau royaume. Ça, c'est probablement un mauvais calcul. Parce que toutes les élites, tous les fonctionnaires, ils tenaient mordicus à Confucius. En quoi croient ces gens ? Ils croient dans un dieu unique, anthropomorphe, qui a des enfants visiblement, comme nous, qui font une famille. Pour eux, Jésus est son fils, son vrai fils dans un sens filial, quasi biologique, et à ce Dieu, ils donnent des offrandes, ils observent les 10 commandements, sous peine de mort, ils observent un sabbat complet, comme chez les Juifs. Le sabbat signifie l'arrêt total de toute activité. Ils portent la croix ? Eh bien non, ce symbole ne leur dit rien, le thème de la crucifixion lui-même les touche peu. Ils cherchent un Dieu ancien style, plus Ancien Testament en fait. Chez les Taiping, il n'y a pas l'amour de Dieu, il n'y a pas de charité, il n'y a pas de mystique au sens de pratique mystique par les moines. Cela dit, ils ont des références qu'il faut être chrétien pour connaître. Par exemple, l'un des édits proclame que le grand frère aîné, c'est-à-dire Jésus, existait avant Abraham. Bon, c'est un édit qui sert à rien, a priori, mais en fait, il s'explique que par une lecture très attentive des textes bibliques. En fait, c'est une référence à un passage très précis de l'Évangile, que vous connaissez peut-être, qui est intéressant. Donc vous voyez que quand même, ils s'inscrivent dans un univers mental chrétien. Mais ils prient ? Alors oui, ils prient les Taiping, mais c'est une prière un peu impersonnelle, qui entre dans la routine du soldat. Il n'y a pas d'eucharistie, on parle de Jésus comme s'il était un camarade de guerre, qui a trouvé de bonnes astuces à son époque pour coincer son ennemi démoniaque. Donc si vous êtes missionnaire catholique, alors vous n'avez aucun point d'entente possible avec eux. Et les protestants ? Les protestants, eux, ils voient bien que c'est du bricolage théologique, mais ils ont été un temps séduits quand même. Séduits par l'hypothèse d'un royaume Taiping qui pourrait être un champ de mission particulièrement ouvert, fécond et facile, beaucoup plus ouvert que la Chine actuelle, ça c'est certain. Donc si c'est ça la Chine future, il y a peut-être moyen d'y voir son intérêt pour les missionnaires protestants, quitte à rectifier les erreurs doctrinales par la suite. Et on va voir plus loin qu'ils n'ont pas entièrement tort. Alors le prince d'Orient, il est à l'aise. Le sauvetage vers l'Est, c'est lui. La prise de Wuhan, c'est lui. La grande victoire contre les bannières mandchous à Nankin, c'est lui. L'organisation militaire, c'est lui. La propagande, c'est lui. Donc ce moustachu sournois qui est devenu prince, c'est surtout l'homme indispensable de cette bande de malfrats célestes. D'autant qu'il possède une grande qualité, c'est que lui, il reçoit parfois des visites de Dieu le Père en personne. Oui, c'est pas le seul. Alors non.
Mais bon, ça le met au même niveau que le souverain. Et encore, je vais te dire un secret. Le céleste souverain, il a eu une vision. Mais c'est tout. Bah non, il en a eu plein. Il le dit, mais enfin, il nous parle de rêves qui lui sont venus pendant la nuit. Il en fait ce qu'il veut. Mais je parle ici d'une vraie vision de Dieu, au cours d'une expérience tout à fait unique. Le céleste souverain, il en a une, autrefois, quand il était étudiant raté, en 1837. Là, il vient de prendre Nankin, on est 20 ans plus tard. Ça fait 20 ans qu'il joue un peu ce rôle sur la base d'un souvenir qui maintenant commence à être un peu loin, ça manque de netteté. Parce que tout ce qu'il a fait après, c'est quoi? C'est parler de ses rêves et leur trouver une explication. Bon, d'accord, mais ça, tout le monde peut le faire, ça. Ça fait 20 ans qu'il se raccroche à cette vision qu'il a eue dans sa jeunesse. Il est le numéro 1 du royaume des Taiping, il pense l'être. Mais là, il apprend que Dieu le Père parle en personne à son numéro 2, le prince d'Orient. Ah oui, ouais, ça le met dans une position inconfortable, c'est sûr. Non, mais ça le fait chier, voilà, faut être honnête. Hein. Que Dieu parle à 2 personnes, ça fait trop. Et après, ça va être quoi? À 3, à 4 il va parler au prince du Midi ou du Nord-Ouest, les soldats, les palefreniers, enfin... Oui, après, en principe, Dieu, il peut s'adresser à tout le monde. Oui, mais pourquoi il devrait parler à Yan Xiuqing? C'est un bandit, ce mec, à la base. Yan, dans sa jeunesse, c'était la bourse ou la vie. Voilà. Et là, maintenant, il nous fait de ces scènes de vision mystique. Ah, et puis que je ferme les yeux et la transe et que j'entends des voix, que je parle par aphorisme divin. Et pour lui dire quoi, d'abord? Dieu le Père, il lui raconte quoi, au juste? Qui a inventé ces conneries à la base? Oui, mais je comprends, votre majesté. Mais bon, si votre majesté reste cloîtrée dans son palais à faire du tango avec ses maîtresses toute la journée et toute la nuit, bah, pendant ce temps, le prince d'Orient, lui, qui est sur le terrain, il a envie de voler de ses propres ailes. Surtout si toute la baraque tient grâce à lui. Ils ont prévu un assaut sur Pékin, les Taiping? Oui, ils ont prévu un gigantesque assaut en tenaille. Bon, et qui est-ce qui prépare? Le prince d'Orient. Encore lui, mais est-ce qu'il prend des décisions tout seul, le souverain céleste, des fois? Oui, il prend des décisions... Enfin, oui. Enfin, sur conseil du prince d'Orient. Souvent. Ouais, en gros, c'est le prince d'Orient qui commande, quoi. Et le souverain céleste baisse son froc à chaque fois. Il est ambitieux, Yang? Oh oui. Bah justement, à ce propos, tiens. Il s'est passé un truc fin de 1853. Au cours d'une de ces transes publiques, le prince d'Orient a emprunté la voix de Dieu le Père pour dire à la foule médusée: « Repens-toi, souverain, car tu as battu méchamment une de tes concubines. » Voilà. Et au cours de sa transe, il a lâché cette phrase qui apparemment a une origine divine. Donc en gros, il a l'air de dire au souverain tu as fauté, Dieu t'ordonne de changer ton comportement et de demander réparation. Donc il a donc profité d'une extase pour mettre en cause le souverain. La transe était publique, tout le peuple y croyait dur comme fer, toute l'assistance est tournée vers le palais et tout le monde a demandé à Dieu de pardonner au souverain céleste qui a péché, mais qui, tous l'espèrent, recevra miséricorde, puisqu'il est le chef du mouvement. Oh là là, l'arnaque. Et ne me dis pas qu'il a confessé son crime. Eh bien si, le céleste souverain a été tellement pris de court qu'il a immédiatement confessé son crime et s'est humilié en baissant la tête devant tout le monde et en demandant un châtiment pour sa faute. Et le prince d'Orient, qui est décidément grand prince, lui dit qu'il est pardonné, à condition qu'il fasse don de 2 concubines de son harem vers le harem de lui, du prince d'Orient. Oui, c'est un sketch, quoi. En fait, le prince d'Orient le manipule complètement. À mon avis, c'est pour ça qu'il reste cloîtré, d'ailleurs. Pourquoi? Tu as une théorie à me soumettre? Bah, ton Yang, il le mène en bateau. Et le souverain se laisse faire. Parce qu'il est faible. Il n'arrive pas à prendre une décision. Et en plus, il est vénal, et dans le fond, assez hypocrite. La vérité, c'est que le souverain se cache. Parce qu'il est incapable de conduire un mouvement de cette taille, d'agir en politique, de prendre des décisions. En fait, tous ces soldats pensent qu'il est le frère cadet de Jésus-Christ, mais ils l'ont jamais vu en soi. Il est tout le temps cloîtré dans son palais. Hong, c'est un pauvre type vénal, un peu idiot. S'il se montrait, son rôle tiendrait pas 3 secondes. S'il sortait de chez lui, tout le monde s'en rendrait compte. Tout le monde s'en rendrait compte. La seule chose qui protège encore Hong Xiuquan, c'est sa planque, c'est son goût du secret. Et puis il y a aussi quelque chose qui est très malsain entre Hong et Yan,
Le canal prophétique par lequel Dieu donne ses instructions aux hommes est tellement un outil puissant qu'il fait l'objet d'une rivalité. Parce qu'il n'y a pas que eux deux d'ailleurs. Tous, princes d'Orient, d'Occident, du Midi, du Nord, tous veulent être l'oreille qui entend les paroles de Dieu. Il y a une concurrence dans cette mystique, et c'est cette concurrence qui va tuer le royaume. Enfin, je dis mystique, mais en fait, c'est pseudo-mystique. Parce que visiblement, le prince d'Orient est très informé. Il fait des accusations publiques, des révélations, où il dit des choses que seuls les intéressés devraient savoir. Et donc, il fait passer ses trans pour quelque chose de surnaturel, mais la vérité, c'est qu'il a une police secrète. Il y a un réseau d'espions qui l'informe de tout ce qu'il a besoin de savoir. Et il en fait un certain usage au cours de ses trans. Et le prince d'Orient, il croit en son Dieu? Alors, à mon avis, et c'est ce que beaucoup d'historiens pensent, Yan Huqing, ci-devant prince d'Orient, n'a jamais vraiment cru à toutes ces histoires. C'est un pur politique qui cherche à se servir de cette formidable puissance créée par cet esprit fanatique des suiveurs du souverain céleste. Mais c'est sûrement un manipulateur très habile. Mais ce qui est sûr, c'est que cette concurrence prophétique est extrêmement mauvaise pour la survie du royaume de la paix céleste. Et en 1856, on en arrive à l'acte final de ce jeu de dupes. Le prince d'Orient chancelle. Son expédition contre Pékin était beaucoup trop ambitieuse, elle échoue, et les ennemis rappliquent maintenant. Ils assiègent les villes périphériques de Nankin, et le désespoir atteint peu à peu les Taiping. Ils perdent ce feu vivant qui faisait leur succès dans leur début. Un beau jour, le prince d'Orient déclare qu'il change son titre. Dieu lui a décerné celui de Seigneur des 10 000 ans, un titre porté également par Hong. Cette fois-ci, c'en est trop. Le céleste souverain comprend qu'il veut lui prendre sa place, il prépare son assassinat. Le 2 septembre 1856, le prince du Nord et un assassin sont secrètement mandés pour tuer le prince d'Orient. Commence alors une avalanche d'hécatombes, connue sous le nom de massacre de Tianjin. Pour attirer toutes ses victimes dans son piège, le prince du Nord a usé d'un stratagème particulièrement ingénieux et fourbe. D'abord, il procède à l'assassinat du prince d'Orient et de sa garde, puis il laisse courir la rumeur que les assassins du prince d'Orient ont été retrouvés et qu'ils vont être bastonnés à mort le lendemain sur les marches du palais céleste, en punition de leurs crimes. En fait, c'est un guet-apens. Tous les féaux du prince d'Orient se retrouvent devant le palais pour assister à cette exécution. Ces milliers de personnes sont alors arrêtées et emmenées dans des prisons où on les assure qu'on leur laissera la vie sauve. En réalité, une fois dans ces prisons, les entrées sont murées et les bâtiments sont dynamités et mitraillés au boulet de canon avec les prisonniers dedans. Des centaines de personnes meurent littéralement ensevelies, concassées sous les débris. Cette cruauté ne s'arrête pas là. Toutes les anciennes personnes qui étaient associées à Yan d'une façon ou d'une autre sont exécutées pendant le mois de septembre et d'octobre qui suivent, au terme d'une purge qui atteint presque 30 000 personnes selon les estimations contemporaines. Commence une réaction en chaîne. Les princes se déchirent les uns les autres, se renvoyant à chacun la responsabilité des faits. Et Hong, atterré, fait supprimer les assassins de Yan avec 200 de leurs complices. Atterré. Mais c'est pas lui qui a demandé cet assassinat? Alors oui, il avait commandé l'assassinat de Yan, oui, mais cette hécatombe, c'était pas prévu comme ça, voilà. Il est dépassé plutôt dépassé par les concurrences qui existaient entre les différents princes, les différents membres de la fratrie céleste. Et donc, il ne s'attendait pas du tout à ce que ça dégénère comme ça en milliers de morts, puisque Nankin est une ville qui devient ensanglantée par ces luttes fratricides. C'est-à-dire qu'il ne pense pas pouvoir récupérer une horreur si insoutenable, et donc il va faire de Yan un martyr, accuse ses assassins et les fait exécuter. Et en parallèle, il sacralise le défunt prince d'Orient. Et à la fin de 1856, il publie un édit qui confirme la quasi-divinisation du prince d'Orient. Alors cet événement, la divinisation de Yan, alors que c'est lui qui l'a fait tuer en fait, cet événement, ça me fait penser à René Girard,
qui décrit dans La violence et le sacré comment, une fois que la foule a mis à mort la victime émissaire, elle retrouve la paix, et pour pérenniser le nouvel ordre, les sacrificateurs vont jusqu'à la déification de leurs victimes. Et c'est un peu ça qu'est devenu le prince d'Orient. Vivant, il était le centre de toutes les haines et de toutes les rivalités. On l'a sacrifié. Et mort, tout le monde s'est accordé à confirmer sa parenté divine. Et ses assassins, quant à eux, qui avaient été payés quand même, puis éliminés en fait par le céleste souverain, et dont le prince du Nord faisait partie, eux par contre ils n'apparaissent plus sur les actes. Ils sont morts, ils ne pourront jamais témoigner. En fait, du point de vue de Hong, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Donc avec l'exécution des assassins et la divinisation du prince d'Orient, l'équilibre est revenu, certes, mais le mouvement Taiping est décapité. Il entre alors dans un long déclin qui durera 8 ans. Dans la phase qui suit, de 1856 à 1860, la guerre est acharnée. Le déclin crée une espèce d'acharnement et les morts se comptent désormais par milliers à chaque village. D'autant que l'ennemi a été recomposé. L'ennemi a changé? Comment ça? Oui, l'ennemi a changé. En fait, avant, les Taiping se battaient contre les bannières mandchous. Et maintenant, il y a un nouvel organisme, une nouvelle armée qui a été créée, qui s'appelle la Hyuan. C'est une armée chinoise, et non pas mandchou. C'est un chinois qui est à sa tête, qui s'appelle Zheng Guofan. Une armée qui a été mise en place sur autorisation de la dynastie Qing, mais une armée strictement chinoise et locale, qui se fixe au Hunan, à l'Anhui et au Jiangsu. Donc je disais, elle a été créée par un lettré confucéen déterminé et très intelligent, un certain Zheng Guofan. Elle a pleine autonomie sur le plan fiscal, on dit même qu'elle est tyrannique sur le plan fiscal, puisqu'elle impose 6 ou 7 fois un même bateau de marchandises qui aurait le malheur de croiser ses percepteurs plusieurs fois. Comme Zheng Guofan a assisté à l'effondrement de la puissance mandchoue, les bannières mandchoues ont fait la gloire de la dynastie Qing. Et maintenant, elles sont réduites à néant. Cette nouvelle armée, elle est autonome, c'est un véritable État dans l'État. Les Qing, visiblement, sont en affaiblissement. Ils ne peuvent pas se défendre tout seuls, et ils se font défendre par la Hyuan, parce que ce qui est en jeu pour eux, c'est toute la grandeur de la Chine. Alors pourquoi ces Chinois ont fait le choix du camp impérial ? C'est parce que très souvent ils sont attachés au confucianisme et ils trouvent que le christianisme protestant destructeur des Taiping élimine cet héritage confucianiste qui est pourtant vieux de 2000 ans et donc en ce sens transgresse l'histoire de la Chine. La Hyuan est très bien organisée, elle n'hésite pas à faire construire une petite flotte de jonques militaires aptes à naviguer sur les innombrables voies fluviales. Il faut savoir que le sud du Jiangsu est un ensemble de cours d'eau qui forment une maille extrêmement serrée. Et la plupart des combats peuvent être menés à condition d'avoir des radeaux pour pouvoir passer d'une rive à l'autre. Zheng Guofan et ses sbires brûlent et saignent les jonques Taiping par milliers. Ils construisent des arsenaux. La Hyuan est une vraie machine à tuer qui ne laisse presque aucun survivant dans les villages qu'elle reprend, tout en se moquant éperdument de soigner les blessés et les affamés. Dans la région, on ne plante plus. Les marchés sont vides ou pillés par le premier venu. C'est un véritable drame. Alors le moral est au plus bas à Nankin. Pendant que la guerre fait rage, le céleste souverain est plus que jamais décidé à se tourner les pouces. Il gouverne au moins ? Non, parce que c'est un incapable. Sa principale contribution au gouvernement, c'est les parutions des recueils de poèmes ou des édits qui concernent le comportement des concubines. Ou alors il s'occupe de nommer encore des fournées de nouveaux princes. En fait, le prince d'Orient n'est plus là, donc tout est désorganisé. Et maintenant, chaque général travaille un peu pour sa pomme. La dernière personne à pouvoir encore sauver le mouvement est un nouvel arrivant, complètement inattendu, qui est le cousin du souverain céleste. Son cousin. Oui, à ce compte-là, Dieu le Père a des neveux maintenant. Pourquoi pas ? Non, là je te parle d'un vrai cousin, un cousin germain, tu vois, biologique.
Il s'appelle Hong Zhengan. Il faisait partie des tout premiers membres de la secte. Mais il n'était pas présent physiquement jusqu'ici. En fait, il était à Canton, il était vendeur de Bibles, et il suivait une formation théologique auprès des missionnaires. Il faisait un peu de propagande pour la secte des adorateurs de Dieu. Donc c'est un vrai fidèle de la première heure, ce garçon. Or là, il passe dans le coin. Il veut faire un coucou à son cousin, ce en quoi nous le respectons, c'est la famille, je comprends. Mais ce qui est marrant, c'est que dès qu'il apprend son arrivée en 1859, le céleste souverain, ravi de voir une tête familière, non seulement le fait entrer généreusement dans Nankin, mais le propulse immédiatement prince du bouclier et premier ministre. Donc il passe de promeneur à gouverneur céleste en quelques heures. Alors ce jeune homme sympathique est chrétien, un chrétien protestant, intéressé par les Taiping bien sûr, au moins au début quand le mouvement n'avait pas encore trop parlé de ces histoires de frères cadets de Jésus, fratrie céleste. Lui, pendant ce temps, il continuait à faire ses études de théologie, je vous disais, auprès des missionnaires. Il a appris à mieux connaître l'Occident, il a essayé de mieux comprendre le christianisme. Et lui, quand il parle de Jésus, c'est pas pour nous dire qu'il est son cousin issu de Germain. Non, il diffuse une pensée beaucoup plus simple et orthodoxe. En fait, il est tout simplement un véritable converti. C'est-à-dire que lui, l'expression fils de Dieu, il ne la prend pas au sens littéral biologique. Donc on a affaire à un vrai protestant, dont les croyances sont très très proches des protestants que nous connaissons. Et comme il s'est frotté au monde occidental, il parle de choses complètement nouvelles. Il parle de chemin de fer, d'hôpitaux, d'écoles, de postes, de routes, de liberté de la presse. Il parle aussi de choses dont les Anglais parlent, donc de liberté du commerce, de banques privées, à des Taiping qui ont tout vendu pour le donner à la caisse de l'armée, je le rappelle, le céleste trésor. Et il se met à faire des réformes, vous voyez, plutôt occidentalisantes. Il veut mettre fin à la corruption et au népotisme, et il essaye de rationaliser un peu l'organisation du gouvernement. Donc, on dit parfois que les Taiping, ils ont l'air de venir d'un autre monde. Moi, je suis pas d'accord, je pense qu'ils sont purement chinois, et en fait, ils intègrent le christianisme dans une logique chinoise, dans la logique des sociétés secrètes traditionnelles de la Chine. Non, s'il y a quelqu'un qui vient d'un autre monde dans cette histoire, c'est lui. Mais sa politique, elle est intéressante. D'ailleurs, comme il s'aperçoit que le rejet du confucianisme a été l'une des grandes erreurs qui ont empêché le ralliement des notables au royaume de la Grande Paix, il intègre les classiques confucéens dans les textes à étudier. Il est aussi attaché à l'éducation, et comprend que, somme toute, il faut essayer d'élever intellectuellement cette populace un peu crédule, convenons-en. Et tout ça sans cesser d'être un adversaire déterminé de l'empereur mandchou, qu'il combattra jusqu'à la fin de sa vie. Faisons une petite parenthèse dans le récit. Nous arrivons en 1860, et je précise, mais cela ne concerne pas directement la révolte des Taiping, que les armées occidentales, en l'occurrence britanniques et françaises, sont en Chine. En effet, en 1856, la deuxième guerre de l'opium éclate, les Occidentaux combattent l'empereur mandchou. Cette guerre est marquée notamment par le sac du palais d'été, c'est une guerre importante, j'en parle sur ma chaîne privée. Maintenant, il faut bien comprendre que cette deuxième guerre de l'opium avec les Occidentaux, tout ça, c'est une bagatelle comparée à ce qui se passe autour de Nankin, d'accord ? La révolte des Taiping, c'est 1000 fois plus meurtrier. L'action, elle se passe ici. La Chine est à feu et à sang à cause de la révolte des Taiping, et la présence des Occidentaux, en quantité de violence, c'est un épiphénomène. Ça, faut vraiment en être conscient pour garder les proportions. Les 20 millions de morts, ils sont réels. Parce qu'à chaque fois que la Rianjun conquiert un village, elle rase tout, elle pille tout, elle tue 6 fois plus de civils que de militaires, et autant d'enfants et de femmes que d'hommes. Et en face, c'est pas mieux. Les Taiping, ils enfoncent des pics dans des ventres toute la journée, on tire au pistolet dans les villages sans vraiment faire le tri. Les 20 millions de morts, ils sont réels. Et les Taiping savent être impitoyables, surtout entre eux, mais aussi dans leur lutte contre la dynastie régnante. Il y a aussi une violence au niveau de la torture. Les Chinois de l'empereur pratiquent, pour torturer leurs prisonniers, le supplice de la mort lente, qui consiste à découper le prisonnier en petites tranches fines, des tranches de viande si tu veux, tranches de jambon, morceau après morceau, jusqu'à ce qu'il parle. Et d'ailleurs, le palais d'été a été mis à sac en partie à cause de ça, mais bref. Donc en 1860, fin de la deuxième guerre de l'opium, mais c'est pas la fin de la révolte. Les Anglais et les Français savent très bien les horreurs qui se passent en ce moment dans le delta du Yangtze, et les Occidentaux, Anglais et Français, se sont demandé est-ce qu'ils sont pour ou contre les Taiping ? À ton avis ? Je dirais pour, puisque les Taiping sont chrétiens.
Eh bien, ça aurait pu, mais non, c'est pas le choix qu'ils vont faire. Au contraire, ils sont contre les Taiping. Ils vont faire le choix de contribuer à la destruction de ce mouvement. Alors pourquoi ce choix? Il y a plusieurs raisons. Les patrons de sociétés commerciales et les exportateurs d'opium les détestent parce qu'ils ont interdit l'opium. Après, même au-delà de l'opium, leur soi-disant christianisme reste quand même très proche de la blague. Et les Taiping, quoi qu'on en pense, sèment un affreux désordre dans la Chine centrale qui est mauvais pour les affaires. Plus personne ne croit à son succès, mais on croit dans son potentiel destructeur. Et c'est vrai, au moment où une alliance aurait été possible, le royaume de la Grande Paix n'est plus très organisé, il est effectivement transformé en organisme de pillage massif et permanent. À cause de son existence, des morts s'accumulent à la pelle chaque jour qui passe. Mais les Taiping n'ont jamais menacé les Occidentaux? Jamais. Hong Zhengan, le fameux cousin orthodoxe, n'a jamais voulu vexer les Occidentaux le moins du monde. Ils ont toujours très bien traité les missionnaires protestants qu'ils trouvaient sur leur chemin, moins les catholiques, faut le dire quand même. Mais en tout cas, ils n'ont pas montré d'hostilité. Cela dit, ils n'ont jamais réussi à créer une communication avec l'Occident. À vrai dire, les Taiping s'y prenaient assez mal. Les Occidentaux envoyaient des délégations dans le but de voir si des collaborations étaient possibles avec eux, mais alors oui, le Céleste Souverain les recevait, mais n'a jamais donné de réponse concrète à leur main tendue quand il y en avait. C'est-à-dire qu'on les accueillait, on les amusait, puis on les poussait vers la sortie sans chercher à créer un lien diplomatique, sans chercher à créer un accord, je sais pas, commercial, ou simplement des engagements. Et peut-être tout simplement parce que ce sont des gens qui manquaient de maturité politique, donc s'il n'y a pas de lien possible, il n'y a pas d'intérêt à ne pas les combattre. Ainsi, en 1860, Anglais et Français viennent de faire la paix avec l'empereur, et au cours de ces accords, ils conviennent que si jamais il y a des bateaux Taiping qui sont dans les environs des régions côtières qu'ils contrôlent, la région de Shanghai en particulier, ils les bombarderont, comme s'il s'agissait de vulgaires brigands. Et de façon parfois assez scandaleuse en effet, Français et Anglais se sont mis à harceler les Taiping et à les combattre sur leur flanc ouest. C'est pour ça que le mouvement Taiping n'a jamais pu accéder à la côte. Il a toujours été dans la Chine continentale. Alors, est-ce qu'on s'est investi dans cette guerre? Non, pas beaucoup. Par contre, ils ont embauché des mercenaires actifs qu'on appelle l'armée toujours victorieuse. Bon, il est difficile de dire tout ce que les soldats français et anglais pensèrent de ces violences extrêmes auxquelles ils ont été confrontés, ni jusqu'à quel point ils y ont participé. Probablement qu'ils avaient avec eux pour les commettre ou pour assurer leur défense des troupes chinoises aussi. Donc c'est compliqué de savoir tout ça, mais ce qui est sûr, c'est que la Rianjun, elle, donnait l'exemple de la violence. Ce qu'on sait, c'est qu'Anglais et Français ont surtout combattu dans la région du Delta et pas beaucoup au-delà. Et ils ont eu une action plutôt marginale. La véritable palme du vainqueur revient au Rianjun. « 1864 arrive, c'est la fin. Démoralisés, les adorateurs de Dieu se resserrent dans leur grande ville de Nankin. Ils savent que c'est la mort qui les attend, ou bien le supplice de la mort lente, ce qui revient au même. La ville est assiégée, et après quelques semaines, en état de famine absolue. Zheng Guofan tente une première entrée au moyen d'échelle, elle est repoussée. Deuxième approche, creuser des tunnels, mais ils sont découverts. Le siège se met à durer. Le Céleste Souverain est complètement dépassé. Tout le peuple de Nankin a le ventre vide. Et pour la première fois, celui de Hong Xiuquan gargouille à son tour. En mai 1864, il tombe malade, la maladie l'emporte. Au bout de 3 semaines, il meurt le 1er juin. Ainsi finit le Céleste Souverain du Royaume de la Grande Paix. Privé de son souverain, la lutte n'est plus qu'une comédie. Le 19 juillet 1864, l'ennemi finit par faire sauter les remparts de la porte, s'engouffrer dans la ville, et cette fois les deux peuples sont mis face à face. La Rianjun découvre que dans le royaume de la paix céleste, il n'est pas un homme qui accepte d'être pris vivant. Les femmes se jettent dans les fleuves pour se noyer avec un bébé dans les mains. Les hommes résistent au corps à corps en cherchant la mort. Des cadavres partout. La nuit fut un carnage. Une fois la victoire obtenue, il faut réprimer. Zheng Guofan ne veut pas de prisonniers de guerre. Les armées de la Rianjun ont mis des tueurs devant les brèches,
À chaque fois que quelqu'un veut s'enfuir, on l'oxy. On calcule même l'espacement de la brèche pour ne permettre de sortir que les fuyards par groupe de 10, ce qui rend leur exécution plus facile. Alors il y a du sang partout, c'est Zheng Guofan lui-même a du mal à ouvrir les yeux, tous les chefs typing sont pris, on leur demande d'écrire un témoignage, de signer le document, puis une fois que leur version des faits a été rédigée, on les expédie dans l'autre monde. Ainsi finit tragiquement la révolte des bandits aux longs cheveux. En 1850, il y avait 410 millions de Chinois. En 1873, on est à 350 millions. D'abord, il y a eu une famine, avant, fruit des mauvaises récoltes, qui a poussé les gens vers la lutte. Il y a eu aussi une famine pendant et après la guerre, conséquence aussi de ce terrain désolé. Il y a eu des sécheresses dramatiques. Notons qu'il y eut aussi d'autres rébellions, réprimées avec la même violence. J'en ai pas parlé parce que c'était pour une narration plus fluide, mais l'histoire des Taiping, en fait, ce n'est pas une histoire isolée. Il y a deux autres grands mouvements de rébellion. D'abord, les Nian, qui sont les fauçonniers du Nord, qui pratiquent la contrebande, qui sont des bandits extrêmement redoutables. Mais eux, c'est plutôt dans la Chine du Nord, ce qui fait qu'il y a eu des possibilités d'alliance entre Nian et Taiping, qui n'ont pas vraiment abouti d'ailleurs. En tout cas, ces féroces guerriers vont tracasser l'Empire encore longtemps. Il faut ajouter aussi des sociétés secrètes qui ont occupé Shanghai et Canton, les triades. Et enfin, et surtout, les révoltes musulmanes dans le sultanat du Yunnan et chez les Hui du Nord. La province du Shanxi verra 90% de sa population musulmane disparaître au cours de la même période en raison de ces révoltes. Et ça rigole pas. Le monde musulman chinois connaît une véritable saignée à cette période-là. Je vous en ai pas parlé, mais il faut le prendre en compte. Donc vous voyez, les Taiping, les Nian, les musulmans du Yunnan et Hui, et les sociétés secrètes. C'est tout ça qu'il faut additionner pour obtenir cette désolation absolue, cette guerre civile généralisée qui a plongé la Chine dans un chaos indicible. Les désastres humains en Chine sont donc considérables. On parle beaucoup des guerres de l'opium. Ça, l'agression occidentale, l'ignominie, tout ça, on en parle souvent. Et c'est très vrai. On en parle dans ma chaîne privée d'ailleurs. Mais prenez garde. À trop parler des guerres de l'opium, il y a un effet trompe-l'œil, un manque de perspective. Il ne faut pas y réduire le 19e siècle chinois. La deuxième guerre de l'opium, c'est 20 000 morts en estimation haute. Là, je vous parle de 20 millions de morts en estimation basse. Vous sentez l'éléphant dans la pièce ? Le drame chinois, au 19e siècle, il est là. Même la guerre civile avec Mao ne fera pas pire. On a ici un sujet qui dépasse par son ampleur humaine la Première Guerre mondiale. Au XIXe siècle, la Chine impériale connaît une crise sans précédent, en partie due à son incapacité à réagir aux agressions et à la supériorité des pays occidentaux. La Chine évoluait dans un monde opaque et impénétrable, et nous ne ressemblions à rien de ce qu'elle connaissait. Cette ignorance et l'empressement de l'Occident à vouloir l'ouvrir au commerce, et la faire entrer dans des logiques qui ne sont pas siennes, a provoqué chez les Chinois une sorte de crise morale. Les Chinois croyaient être supérieurs, ils se découvraient inférieurs. Dans un premier temps, ils estimèrent que les coupables étaient ces barbares qui se pavanaient sur les remparts de leur ville, c'est-à-dire les Mandchous. Puis, dans un second temps, ils mirent en doute la pensée qui avait porté jusqu'ici la promesse de leur réussite politique, le confucianisme d'État. Abusés, comme orphelins, ignorés par les moines bouddhistes et les maîtres taoïstes qui ne s'intéressent pas à la politique, les Chinois devront chercher dans les références intellectuelles européennes les bases du renouveau dont ils ont besoin. L'importation du socialisme fut la dernière de ces tentatives, celle qui finit par fonctionner avec Mao Zedong. La révolte des Taiping, elle, fut la première de ces tentatives. Le christianisme, un peu mal digéré des Taiping, reste malgré tous ces symptômes de chamanisme et d'archaïsme, tous ces symptômes issus des sociétés secrètes dont la Chine a souvent subi les secousses, reste pourtant une sorte de rénovation surprenante. Fin de l'opium, fin du bandage des pieds, fin de la natte. La Chine est en train de se secouer, de s'ébrouer pour éjecter certains des maux parasitaires qui la rongeaient depuis longtemps.
Mais ces mots sont principalement sociétaux. Les Taiping n'incarnent pas une lutte des classes, ni ne prennent la défense clairement d'un groupe ethnique ou d'une classe opprimée. En fait, tous les sujets ont été dissous dans un sentiment religieux. Et tout a disparu lorsque cette religion a montré sa vacuité. Le célèbre Mao Zedong a étudié attentivement tous ces événements. Il voulait s'en inspirer prudemment pour éviter des erreurs déjà faites. Hong Xiuquan s'appuyait sur un prolétariat de charbonniers, Mao a préféré s'appuyer sur les paysans. Hong tenait les villes et négligeait les campagnes, Mao tient les campagnes qui nourrissent les villes. Hong n'avait qu'une compréhension fort superficielle de ces sources bibliques, Mao décryptera le marxisme aussi solidement et aussi orgueilleusement qu'un Lénine. Ce précieux antécédent lui apporta bien des renseignements. Dans les ruines de Nankin se trouvent la plupart des processus qui joueront un rôle déterminant lors de la future révolution, la révolution véritable. Mais ces processus, ici, nous semblent un peu hasardeux et déréglés. On semble y voir un pantomime de la conquête foudroyante de l'Arabie par un Mahomet en rayon. Comme l'islam, la religion des Taiping est une religion éminemment terrestre. Sitôt qu'elle est née, elle a trempé ses hallebardes dans le sang des ennemis humains qu'elle identifiait à des démons. Comme l'islam, son prophète est un chef de guerre, privilégié par ses révélations. Malheureusement, là où l'islam eut le bon sens de ne produire qu'un seul prophète, les Taiping en cuisaient des fournées et ne pouvaient empêcher leur rivalité. Même si ces révolutionnaires ne sont pas sortis de leur état d'enfance, ils n'en restent pas moins révolutionnaires. Portés par ce qu'ils croient être de la transcendance, ils autoréalisent leurs prophéties et se convainquent d'être les instruments d'une providence. Le socialisme d'ailleurs n'a pas pensé différemment. Il y a chez beaucoup de révolutionnaires un grand fond de messianisme apocalyptique dont ils se débarrassent avec peine. Les Taiping ont caricaturé la révolution, mais ils l'ont apportée. Bien avant le Parti communiste, le royaume de la Grande Paix a appris à décapiter un homme simplement parce qu'il est à contre-courant du vent de l'histoire, parce qu'il ne se soumet pas à l'ordre du progrès. En cela, les Taiping étaient incontestablement des hommes nouveaux. Les premiers temps, ils furent aimés des populations comme on aime tout ce qui est nouveau dans un monde triste. Annonciateurs impitoyables d'un âge glorieux, ils s'élançaient sur les marches du trône, poussés par les Chinois les plus frustrés et les plus affamés de leur temps. Mais après quelques années, on s'aperçut que ces dragons-là ne crachaient pas de feu. Hong Xiuquan n'a eu qu'une seule véritable vision à l'époque de ses échecs aux examens. Quand il trônait à Nankin, il n'avait pas vu le vieil homme barbu depuis au moins 20 ans. Il s'en souvenait avec peine, et compensait en jouant les Joseph et en interprétant les rêves. Comme il était un incapable, et qu'il en avait conscience, il se cachait par peur de se trahir. Quant à Yan, il est probable qu'il était un formidable comédien. Et s'il fut un redoutable politique, son ambition se conciliait mal avec son statut hiérarchique. Après sa mort, la puissance des Taiping n'avait plus rien pour la conduire, ni homme, ni Dieu. Ainsi fut l'étoffe des dirigeants du royaume de la Grande Paix, des princes qui se tuaient les uns les autres pour un don prophétique qu'aucun d'entre eux ne posséda jamais.